Les Cascodeurs Podcast, épisode 328. Expert généraliste cherche Virtual Thread. Enregistré le 11 juillet 2025. Ah non, 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 j'ai la vraie musique, attends. La vraie musique. Si quelqu'un pouvait nous faire une version hard rock un peu, qu'on change, qu'on ait des Non. petites variations, tu vois. Ah, ça serait pas Après, une mal, ouais. version jazz, si Une, tu va- veux, comme ça on une fera des variation rotations. reggae, une version bossa nova, une Ouais, version. voilà. Ah ouais, 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 pas mal, ouais. Ah ouais, super Il idée y a un ça. podcast que Tiens, j'aime bien. il y a peut-être un business à faire. Il y a un podcast que j'aime bien qui s'appelle Stuff You Should Know. Et ils ont, comme nous, ils ont voire même plus de temps de podcast limite. Et en fait, c'est pas vraiment des journalistes, mais ils sont là, ils recherchent un sujet, puis après ils te parlent du sujet. Ils sont deux, ils sont un peu comme nous, un peu à la cool, ça lâche des blagues, des machins. Et et en fait, bon, eux ils mettent de la pub au milieu. Du coup, ils ont des petits jingles avant et après, tu vois, genre Stuff You Should Know. Et en fait, t'as des auditeurs qui leur ont fait plein de variations, du hard rock, un peu de bebop, etc., etc. Et du coup, en fonction des thèmes, tu vois, ils mettent des trucs un peu plus trash ou un peu plus légers. C'est Mais assez, c'est une assez super rigolo. idée ça. Chers Ouais, auditeurs carrément. et chères Donc, auditrices, vu qu'en juillet-août, là, vous allez être en mode vacances à la vous avez cool, rien à si faire. vous savez jouer du Macintosh, et ben voilà, faites-nous des versions hard, rock, pop, jazz, tango, bossa de notre jingle. Ah ouais, ça serait pas mal. Et le business model, Ouais. on l'a, Emmanuel. Ça fait 14 ans qu'on fait les cascodeurs et on n'avait pas pensé à mettre de la pub au milieu. C'est Si, ça tu qu'on va sais, à un faire moment, maintenant. j'avais pensé à mettre, comment on appelle ça, un peu de pub, mais pub à nous, à la main et tout, mais en fait, c'est trop compliqué de... Bon, bref. De toute façon, les podcasts en ce moment, c'est dans une grosse crise. Enfin, les podcasts dont les gens, c'est le métier à temps plein, c'est un peu compliqué en ce moment. Ouais. C'est une bonne crise. Allez, bon, écoute, on va se lancer, hein, doucement, mais sûrement. Avec un J'essaie truc de trouver notre... bleeding edge, Ouais, les applettes. les athlètes. Sans rigoler en plus. Sans déconner. Bah non, sans déconner. Allez, Bah ouais, je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître, je pense. Hein. ouais. Si t'as moins de 20 ans, tu connais pas les athlètes, je pense pas. Non. En Tu tout cas, moi, rigoles, mes premières mais... athlètes, tu sais, elles faisaient avec Duke, là, tu sais, les beans, elles jonglaient et tout. Ah, c'était Ouais. super. La première console WebLogic aussi, jusqu'à WebLogic 4. Ah, c'était en applettes? C'était une applette, ouais. Après, ils ont fait du web, Ouais, mais ouais, j'ai eu la version même. euh, moi, je suis rentré chez BEA, je sais plus, c'était en WebLoad 2, je crois. Et j'ai connu la console d'applet. Et je me souviens que lorsque il y a eu cette bande de beatniks BEA regardait avec une arrogance, je pense que cette bande de beatniks s'appelait J-Boss. Et nous, on, Ouais. et nous, on regardait J-Boss en disant, mais c'est qui eux? Et je me souviens, on dit, regardez, leur console est tout pourrie. Et nous, notre console était Ah ouais. géniale, c'était une applette. Ouais. Bientôt, ça va être terminé dans Java 26. 26? D'accord. Donc après la En 25 qui va JDK, arriver ouais. juste là, c'est le premier cycle. D'accord. L'API L'outil Applet Viewer, Applet Viewer est mort. Hmm. hmm. Le Security Manager, le fameux que les applets aimaient beaucoup, bah, c'est terminé depuis JDK 24. Et surtout, l'API Applet est dépréciée depuis JDK 17. Donc voilà, si vous faites des applets, bah, il va falloir vous arrêter au JDK 25 parce qu'à partir de 26, c'est terminé. Ce qui est rigolo, c'est qu'ils disent, ah ben, en fait, c'est chiant parce qu'on a une méthode qui retourne à un truc comme point .1, point .applet, point machin, point truc, et bon, bah c'est la merde. Du coup, techniquement, on casse la compatibilité, etc. Mais bon. Du coup, c'est un peu pour ça que ça a mis finalement un petit peu de temps à passer à tuer les applettes. Allez, on va passer aux librairies.
avec Quarkus 3.24, et voire même 3.24.3 si je me souviens bien. Avec du coup, bon, pas mal de petites fonctionnalités. Je vais pas aller dans les détails, il y en a juste une intéressante, mais pour les gens qui écrivent des extensions, et du coup ça va venir et être dispo activement pour les autres incessamment sous peu, même s'il y a quelques exemples. C'est qu'on a la notion de dev assistant, et le dev assistant, il permet à une extension de dire, bah moi je vais utiliser des API à la LLM pour faire des choses, par exemple, génère-moi le client OpenAPI ou accès, fais-moi des requêtes basées sur mon schéma de base de données. Voilà. Du coup, les extensions dans la Dev UI vont pouvoir exposer des fonctionnalités qui s'appuient sur des LLM pour avancer. Du coup, voilà, donc ça ouvre l'API et puis ce qu'on a mis, c'est un mode off par défaut. Du coup, on vous démarrez la Quarkus Dev, vous pouvez activer ce qu'on appelle Chappy qui lui va parler au LLM que vous voulez, soit OpenAI, soit en local Llama 2, etc., etc., 3.2, pardon, etc., etc. Donc voilà, on continue d'avancer sur l'expérience développeur avec de l'IA pour continuer à avancer en termes d'usage. Et puis, on a encore pas mal d'autres idées, mais on va laisser maturer ça autour. Donc Mais voilà, 3.24. c'était ma question là. En fait, Chappy et l'assistant, c'est pareil ou c'est en dessous de Chappy ou ça fonctionne comment alors? Ouais, j'ai posé la même question parce qu'en fait, c'était vachement mal expliqué. Donc, je suis d'accord avec toi. Du point de vue utilisateur, faut voir ça comme un seul truc. Donc, on aura D'accord. un dev assistant. En fait, il y aura deux choses. Le premier, c'est qu'on aura sûrement un chatbot qui va te permettre d'aller poser des questions globales sur toute ton expérience utilisateur Quarkus dans la Dev UI. Mais ça, c'est pas encore là. Et ensuite, on aura les dev assistants, c'est plutôt des fonctionnalités qui sont montées par chaque extension pour des choses spécifiques à elles. Et elles peuvent utiliser un LLM. Et Chappy, c'est le truc qui permet à ces extensions de parler LLM et au chatbot de parler LLM, etc., etc. OK? Donc il y a ça. Et puis après, il y aura MCP aussi, mais bon, ça, on va pas vous surcharger pour l'instant. Voilà. Ensuite, Hibernate 7, on en avait parlé déjà, je crois, dans l'épisode d'avant, mais ça y est, l'intégration d'Hibernate 7 dans Quarkus est là. Donc, rappelez-vous, Jakarta Data, Jakarta Data. voilà, il y a une nouvelle API de Criteria qui est type safe et simple. Donc, avant, on avait la non type safe mais simple. Ensuite, on avait la type safe mais pénible, JPA. Sortie Et maintenant, on a la de la type tête de safe mais Gavin simple. King à l'époque. Ouais, ouais. Alors Voilà. moi, je me souviens que lorsque j'étais encore dans l'expert groupe JPA, et alors là, je sais plus, c'était JPA 3, je crois, je sais plus trop, on parlait de, on EJB3, ouais. parlait de data, on parlait des repositories, on parlait des annotations find, on parlait des annotations query. Ça a mis plus de 10 ans, punaise. Pendant que Spring Data est là depuis un bail. Et on parlait des repositories et des finds et des queries il y a plus de 10 ans. Donc ça vient enfin de tomber. C'est tombé. C'est C'est tombé, mais tombé. on va le relever, t'inquiète. Ça, c'était mon petit côté Guillaume. Là, Bah Guillaume n'est Guillaume pas est là pas là, parce donc qu'il... il Non. faut faire des blagues. Et puis c'est vrai que Mais il est vivant, je l'ai vu cette semaine. On était ensemble à Riviera Dev. Donc, c'est la conférence en short vivant et en et short. en lunettes de soleil. Ouais. Voilà. Ben, en parlant de Guillaume, tiens, sortie de Micronaut 4,9 avec pas mal de choses, notamment une mise à jour vers Netty 4.2.2. Alors attention parce que Netty 4.2.2 a changé des valeurs par défaut de buffer ou des comportements de buffer, donc c'est possible que ça change les perfs de votre application, alors que ça soit en bien ou en mal, mais du coup tester et peut-être réajuster certaines propriétés si vous êtes assez clé au niveau de ça. Ensuite, il y a un nouveau mode expérimental Event Loop Carrier dont je vais vous parler un petit peu après. Voilà, une annotation pour import. Je crois que c'est dans le. Tu sais, eux, ils utilisent des annotations processeurs pour générer leurs trucs. Et du coup, quand les classes sont déjà compilées, parce qu'elles viennent d'un autre morceau, elles repassent pas dans le cycle d'annotation processeur, je crois. Donc, ils ont rajouté un truc at class import. C'est pas super clair, mais je pense que c'est à ça dont ils parlaient.
Voilà, c'est toujours expérimental, mais ils ont changé les choses sur le support HTTP 3. Donc, allez, si vous utilisiez, exploriez déjà, allez dans la doc, il y a les changements à faire en termes de dépendance, de trucs à activer. Voilà, des API de Graceful Shutdown, le cache control, une API pour gérer les entêtes HTTP de cache control, c'est toujours un truc où ça a l'air bas niveau, mais en fait c'est très fonctionnel, donc c'est important d'avoir ces infos-là. Un support, alors KSP, je sais plus à quoi ça sert, c'est un truc dans l'univers Kotlin, c'est pareil, c'est autour de annotation processeur, des choses comme ça. Jakarta Data, donc ils ont Oui. le support de la version 1.0. Voilà, je vous laisse rajouter d'autres choses. Je vais revenir sur ce qu'ils appelaient le Event Loop Carrier, qui est intéressant. D'ailleurs, il y a un super article qui est aussi dans la liste des équipes de Micronaut qui ont en fait, ils se sont dit, OK, on a le côté non bloquant avec Netty, avec l'event loop, et puis on passe des messages et cette event loop, elle processe les choses. Et puis, il y a ce qu'on appelle le mechanical sympathy. Du coup, tout reste dans le même thread. Il n'y a pas de synchronisation et de barrière de synchronisation, etc. Ensuite, on a l'appel bloquant classique tel qu'on connaît, un thread, une requête. Et puis maintenant, on a les virtual threads. Et on pourrait se dire, bah tiens, ça serait bien d'utiliser les virtual threads dans l'event loop de Netty parce que comme ça, au moins, tout tourne au même endroit et on n'a pas à faire de passage d'un thread à l'autre et du coup d'avoir des barrières de synchronisation des états qui ont changé entre les threads. Sauf que ça, c'est pas autorisé parce que le JDK, il expose pas la façon dont les virtual threads sont exécutés, le fameux fork join pool executor. Donc ils ont quand même hacké un truc du genre, je te fais de la réflexion, j'accède au truc, je t'inverse l'extension, etc. Ils ont beaucoup travaillé avec les équipes de Red Hat OpenJDK, les équipes de Red Hat Perf, et puis l'équipe Vertex et un petit peu Quarkus. Donc en fait, c'était vraiment un travail tous ensemble. Nous, on leur donnait des idées, des conseils, des choses sur lesquelles on avait déjà travaillé, et eux, ils ont implémenté ça dans leur version côté Micronaut. Et du coup, ils peuvent faire tourner les virtual threads, enfin en gros l'event loop de notre ami Netty dans le système virtual thread en réutilisant les mêmes événements, pardon, les mêmes threads plutôt que de devoir shifter de l'un à l'autre. Et du coup, ils montrent en termes de perf les endroits où ils se rapprochent de la partie non bloquante en termes de performance brute pure, là où c'est encore un petit peu à distance. Donc, ça montre l'avantage. J'espère que Oracle et les équipes OpenJDK de manière générale seront du coup OK pour ouvrir les capacités de OpenJDK et nous laisser changer le fork join pool, même si on peut imaginer que ça leur plaît pas forcément. Peut-être qu'ils veulent garder ça flexible en termes d'implémentation, mais on voit les avantages quand la stack, elle sait exactement comment les choses doivent tourner. En tout cas, si ça vous intéresse de bien comprendre c'est quoi un event loop, pourquoi il y a des problèmes de thread et de synchro avec les virtual threads, super article. Ça va vous prendre une vingtaine de minutes à lire. Et super, super collaboration chez des compétiteurs quelque part, mais voilà, on reste tous des javaïstes. Et puis un petit deuxième, alors, on en reparlera après d'ailleurs, mais il y a un nouveau protocole au niveau de l'intelligence artificielle qui s'appelle Agent to Agent ou A2A pour les intimes. Et du coup, bah, évidemment, il y avait un SDK Python parce que voilà, c'est des gens de Google qui ont fait ça et en fait, ils disaient mais on peut faire dans d'autres langages et du coup, il y a eu une collaboration avec les gens de Google, les gens de Red Hat. Cette fois, c'est les gens de Red Hat qui ont implémenté. On a implémenté le SDK Java pour que justement vous puissiez écrire avec un SDK neutre. D'ailleurs, vous pouvez Spring pourra l'utiliser, Micronaut pourra l'utiliser, Quarkus pourra l'utiliser, Wildfly pourra l'utiliser. Un protocole pour justement créer des agents. Peut-être qu'on en parlera dans l'article d'après. Ou non, allez maintenant, on va le faire. Ou on peut Donc le les mettre agents, maintenant aussi, ouais. ouais. Donc les agents, enfin ce protocole, c'est pour faire collaborer des agents ensemble. Notamment, il y a un agent qui demande à un autre agent de faire des choses. Sauf que ça peut être compliqué. Il peut y avoir des demandes d'aller-retour. J'ai besoin de plus d'informations. La tâche peut prendre du temps, etc. Donc il y a la notion de tâche qui est exprimée, de contexte qui est identifié et qui est partagé même entre plusieurs tâches pour que
l'agent qui est appelé puisse garder le bon contexte pour un agent client donné. Il y a la notion de découvrabilité avec ce qu'ils appellent les agent cards, donc c'est un point well known slash je sais pas quoi point JSON qui exprime comment ce que fait l'agent, quelles sont ses capacités, quels sont des exemples de prompts pour l'utiliser, comment il se sécurise, autorisation, authentification, les protocoles. Donc voilà, on voit que c'est en l'occurrence, c'est plus pensé que MCP, même si ça touche des endroits différents. Hein. Donc MCP, c'était genre, tenez, voilà, il y a un truc un peu, il est pas vrai, il est juste sorti du four. Qu'est-ce que vous en pensez? Ouais, c'est génial, etc. Là, A2A, on sent qu'il y a des gens qui ont eu de la maturité dans les standards, etc., qui l'ont sorti. Non, et puis Donc, et nous, c'est l'article d'après, mais on peut peut-être en parler maintenant aussi, ouais, hein. vas-y, vas-y. C'est que 8way a été donné par Google à la fondation Linux. Et Ouais, pour rebondir sur ce qu'Emmanuel disait, bah, derrière, vous avez maintenant Google, l'AWS, Microsoft, Cisco, Salesforce, SAP, etc. Donc, c'est un peu Red Hat. l'avantage de Red Hat aussi, pardon. C'est aussi l'avantage de quand on donne un truc comme ça à une fondation, les compétiteurs se disent tiens, c'est neutre, allons-y. Ouais, de toute façon, il avait zéro chance en n'étant Ouais, pas neutre. Voilà. ouais. MCP, c'est limite un miracle que ça ait Oui, pris aussi vite, oui. honnêtement. Mais voilà. Et Anthropic l'a toujours pas donné MCP, donc c'était. Alors Microsoft contribue puisque Microsoft a contribué à l'authentification et l'autorisation sur la nouvelle version de la spec MCP, mais c'est toujours Anthropic derrière. Il se trouve que comme il y a Bah, un on sent que engouement, c'est plus un approche framework, enfin, c'est plus un approche projet open source où ah ouais, bonne idée, hop, allez, on contribue à l'arrache plutôt qu'un truc un peu plus cadré avec de la réflexion, etc. Après, il faut les deux et ça a ouvert cette brèche, enfin cette opportunité de standardisation, donc c'est super, hein, mais on sent que pour l'instant, c'est deux approches différentes. Ah oui, et sur Atua, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, ils ont un TCK, donc ils ont écrit un TCK pour que les clients et les implémentations puissent tester qu'ils sont effectivement compatibles avec la spec. Et c'est rigolo puisqu'on les a aidés là-dessus, puis ils sont aperçus que leur SDK à eux, en fait, n'était pas compliant. Donc voilà, les TCK sont de retour. mais il y a combien d'implémentations alors aujourd'hui? Il y a l'implémentation Ah, c'est une bonne Google, la question. vôtre, Java, hein, je Bah, parle, y a hein. Java. Bah après, c'est dans A2A slash machin, tu vois, c'est pas la nôtre, enfin, c'est nous qui l'avons contribué, mais maintenant, elle est dans la fondation Linux. D'accord, d'accord, d'accord. Et du coup, attends, on va chercher rapidement. Donc, il y a effectivement A2A Python, qui est le truc standard. On a A2A JavaScript. On a A2A Java. Le TCK. Voilà, Ego. Ego, il a l'air pas sûr JS qu'il soit aussi, fini, hein. Oui, JS. JS JavaScript. JS Et le JavaScript. TCK, donc, il se base sur les API, donc c'est le même TCK pour toutes les implémentations, c'est ça? Il se base sur le protocole, en fait. Tu sais, c'est encore Il se base au-dessus. sur le protocole. C'est pas vraiment que D'accord. des API, tu sais, Oui, puisque sur c'est des les API, messages reste, oui, JSON. oui. Ouais. Hmm. Ah oui, il y a Voilà. .NET, ah oui, il y a .NET, Python, Il y a JS, .NET Java. aussi. J'ai Ouais, pas le vu. .NET aussi, tiens, tu vois. Updated 1 hour ago. Bon, il est tout frais. Voilà, c'est ça. Il est vraiment poisson. Il est frais, Tiens, mon un autre poisson. article pour ceux qui, j'imagine, pour ceux qui utilisent Mockito, que après Java 21, vous aperceviez des 5-6 lignes qui disent Warning, warning, vous êtes en train de faire quelque chose de très dangereux. Et on en avait parlé, c'est que le JDK maintenant ne laissera plus les agents oui, non, comment on appelle ça? Oui, c'est ça, les agents dynamiques à s'insérer après le démarrage de la JVM sans qu'il soit explicitement autorisé. Avant, des librairies pouvaient dire, bah tiens, moi je veux intégrer un agent dynamique et un agent, ça permet de modifier le bytecode avant qu'il soit exécuté, un certain nombre de choses comme ça. Alors là, Et donc Emmanuel, c'était il parle super d'agents, utile. mais c'est pas les mêmes agents, hein. C'est pas les mêmes. C'est pas les mêmes agents. C'est les agents bytecode à Ouais, bytecode. ouais. Et là, si un agent IA utilise un agent dynamique pour modifier le code, on ne sait plus où on va là. Mais non, et voilà, donc c'est des agents au sens JVM. Et donc, je crois qu'il y a eu ça n'a pas trop été publié, mais il y a eu des problèmes de sécurité. Donc maintenant, c'est
en warning et bientôt ça sera désactivé par défaut. Par contre, il faudra lister explicitement les agents qu'on autorise à exécuter au moment du démarrage de la JVM. Et du coup, bah, c'est un petit peu pénible. Et du coup, là, il y a un article qui explique justement comment configurer votre Maven, votre Gradle, etc., votre IntelliJ IDEA pour justement participer au tonnage. Donc ça vous explique, voilà, c'est ces warnings-là dont je vous parlais là, qui sont un petit peu pénibles. Et du coup, là, ça explique comment vous simplifiez un peu la vie. Donc ça utilise Mockito. Ils expliquent pourquoi il y a les warnings et surtout la configuration Maven pour éviter ce problème-là, la configuration Gradle pour éviter ce truc-là. Donc gardez ça sous le coude, ça vous servira. Et puis surtout comment configurer votre IDE aussi pour que ça fonctionne bien sans que vous ayez de problème. Ok. Voilà. Allez, on va passer à la partie web. Alors j'ai un Et peu ben triché pour parce une que j'ai mis fois, autre chose que du web dedans. non, mais pour une fois, j'ai trouvé Il que y en a. l'article était plutôt pas mal. C'était Il est bien hein, celui-là. Hein. Vas-y, ouais, celui-là, raconte-le nous. il est vraiment bien parce que moi qui suis pas du tout web, enfin dernièrement avec les IA, j'arrive à faire des IHM qui ressemblent à quelque chose. Mais moi qui suis pas très très web, j'ai toujours eu beaucoup de mal avec HTML, JS, machin, CSS surtout. Ben là, j'ai trouvé que c'était pas mal parce qu'ils vous disent euh, pourquoi on vous dit souvent il faut rendre une appli web accessible. Et donc on se dit ah bah oui, accessible pour les autres puisque moi j'ai pas de problème, etc., etc. Et puis en fait, Ouais, il vous dit l'argument de non, 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 moralité. Ouais. voilà, Morale, pardon. morale. Alors que là, c'est non, non, il n'y a pas du tout de morale. C'est vous devez faire des UI plus accessibles pour vous, les développeurs web. Et bah, l'article est assez technique, plein de bon sens. Il vous dit bah voilà, vous avez tous ces divs là. Donc si vous pondez du code avec des divs de divs de divs de divs, comment vous testez ça? Bah, c'est pas facile. Si vous enlevez les divs et si vous faites ça, c'est plus clair. Donc les tests sont plus faciles et puis il y a des buggés aussi. Et si vous nommez les choses de telle et telle manière, eh ben, le débugage est plus facile aussi. Et si vous utilisez l'aspect Keria là, qui vient avec pas mal de trucs en fait, elle vous dit, alors attendez, je prends un exemple, mais quand vous faites un tableau, bah, l'aspect Keria, elle vous dit, vous avez un rôle et vous pouvez dire, Ouais, bah, ça c'est une ligne, ça, c'est une colonne. Ça, c'est c'est un ça. header. Ça, c'est une cellule. Et il y a débugué, Ça, bah, c'est ça un devient tout de suite warning. plus simple. Ça, c'est un warning, Ouais. etc. Donc, Donc, ce l'article est qu'il pas mal parce recommande, c'est qu'il vous dit, d'utiliser. Ouais, ce qu'il recommande juste, c'est d'utiliser effectivement les composants HTML quand ils ont une sémantique, donc table. Mais si vous pouvez pas et que vous utilisez des divs, le rôle vous permet de rattraper plus facile en débuguant. Et puis au niveau des lecteurs, ça dit le bon rôle, quoi. Du coup, les gens qui ont besoin de ces lecteurs audio arrivent à suivre. donc un article Désolé, du coup, je t'ai coupé. rigolo. Ouais. Non, 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 c'était juste un article pas mal où même moi, Ouais. j'ai eu du plaisir à le lire. Et Ouais. j'ai appris deux, trois trucs, donc c'était plutôt sympa. Et nommer les choses. Par contre, j'ai rien compris à son isActive, là. Je sais pas si toi, t'as compris un truc, mais. Non, ça, par contre, Ok. Et pareil, il parlait de la testabilité. Et c'est tout con, mais effectivement, vu que tu as des noms et des labels explicites, c'est plus facile de retrouver les composants et de les appeler dans ton outil de test automatique client, quoi. Donc bref, faites-le, vous serez compliant, comme on dit en bon français, et puis ça vous permettra d'être plus efficace. votre UI sera plus En- accessible pour les autres et plus testable pour vous. voilà. Et donc, ça y est, nous avons PNG qui a une nouvelle version. Alors, PNG, c'est le format d'image qui est venu après GIF et qui est plus compact et plus efficace, qui marche bien. Mais ça faisait genre combien? Je sais plus. 20 ans. 20 20 ans ans. que 20 ans l'aspect qu'il n'avait pas bougeait pas. évolué. Voilà. 20 ans qu'il n'avait pas évolué. Et donc là, ce qu'ils ont rajouté, c'est le support ce qu'on appelle High Dynamic Range, c'est-à-dire qu'ils ont une capacité à afficher plus de types de couleurs que ce qui est classiquement visible. Est-ce que vous voyez la grande voile hein, avec toutes les couleurs, c'est ce que voit votre œil humain.
Le petit triangle, c'est le PNG d'il y a 20 ans, et le grand triangle qui supporte du coup un sous-ensemble et un grand sous-ensemble de la voile, c'est le PNG de cette année. Voilà. Ensuite, il y a le PNG, genre les GIFs animés, donc Bah APNG, oui, Animated PNG. Bah ça oui, c'est cool évidemment, ça. parce qu'on est en... Ça c'est cool Ouais. ça. Voilà, le support des métadonnées EXIF que les gens faisaient, mais bon, là, maintenant, c'est un standard. Et puis surtout, bah, c'est supporté par Chrome, par Safari, par Firefox, par iOS, par macOS, par Photoshop, par DaVinci Resolve, par Avid Media Composer. Du coup, en fait, c'est déjà là. Donc ça, c'est un coin, quelque chose de positif pour nous. C'est pas genre, bah, dans 20 ans, je pourrais l'utiliser. Les animated PNG. Enfin. Ouais, voilà, enfin. D'ailleurs, j'en ai jamais vu dans la vraie vie. Je crois que je fais toujours des gifs, mais du coup, Ouais, maintenant, des gifs c'est animés, l'info. ouais. Ouais. Allez, on a un autre outil. Je sais pas pourquoi il est arrivé dans Web, lui. Bref. Xtool. Ah si, parce que voilà, oui, c'est du... En fait, Web, c'est genre UI. Ça, on va peut-être le rappeler UI. C'est UI, Web et mobile. Pour les, pour les cascodeurs, tout ça, c'est une seule catégorie. Et Si du c'est coup, joli, il y si a un c'est projet bleu, vert, open rouge, source. Si, on va l'appeler si c'est pas RGB, dans un section terminal, RGB. c'est dans cette section. Et comme on disait avant le podcast, le terminal c'est sale. Mais ça, Ouais, on ne dira c'est pas ça. pourquoi on est arrivé à cette conclusion. Non. Secret, comment ils appellent ça? Trade secret, NDA, un secret de... NDA. Donc, d'ailleurs, ouais, à Riviera Dev, j'étais du coup à la soirée, tu sais, tu bois des coups et tu as des histoires qui circulent et c'est des choses, tu te dis, moi, celle-là, on les dira pas en... Qui C'est des trucs que resterait tu dis entre peu de gens, mais tu dis presque. pas en public. Non, je ne pourrais pas être acheté, je garde les secrets qu'on me donne. Donc, vous pouvez envoyer des whisky, ça me fera plaisir, mais je vous donnerai pas le secret quand même. Alors que moi je balance, hein. Ouais. Donc, allez, on en revient. Donc, c'est un outil qui permet, vous savez, quand vous voulez faire des développements iOS, eh ben, c'est un peu dommage parce qu'il vous faut absolument un Mac. Donc, c'est un peu pénible si vous voulez une CI et que vous voulez pas utiliser les services de CI qui supportent Mac, par exemple. Et donc, il y a un outil open source qui s'appelle Xtool qui est sorti. Ils ont construit en gros une alternative à Xcode qui se base sur VS Code de ce que j'ai vu dans les interfaces. Et du coup, là, le Xtool, il permet justement de générer un nouveau projet, exécuter le build, signer votre application. Donc, ils interagissent avec les API Apple. Et pour l'instant, Apple n'a pas fermé les API. Du coup, voilà, ça vous permet d'automatiser les choses et de faire ça sur un Linux, sur un Windows. Non, Windows, je suis pas sûr qu'il le supporte, mais en tout cas sur un Linux. Si, Linux ou Windows, oui, c'est ça. Voilà. Du coup, ben, si vous êtes une partie de votre application est développée en iOS, peut-être c'est un outil intéressant pour vous. Allez, on va passer à la section, pas la section Agent criminelle, mais AI. la section data et intelligence artificielle, voilà. Avec un auteur mondialement connu qui a sorti un Mondialement nouveau connu. bouquin. Mais oui, Ouais, ce n'est pas J.K. Rowling, c'est bah oui, c'est moi. C'est c'est lui. Il Antonio se trouve Forge. que Antonio Forge, il se trouve que l'année dernière, alors j'étais plus trop sur les cascodeurs parce que j'ai un peu laissé les cascodeurs, mais l'année dernière, sur mon peu de temps de libre, j'ai décidé de d'écrire un livre, LangChain Forge. J'étais pas mal, je bossais pas mal avec le framework et j'ai rencontré l'équipe, Lise et Dimitro, et je leur ai parlé du projet, ils ont dit go, etc., etc. Bref, donc j'ai rédigé LangChain Forge. C'est sorti, c'est publié au mois d'octobre 2024 et c'était la version 0.35. Je savais que les API allaient bouger, je savais que il allait y avoir un gros shebang même au niveau des API internes. Mais bon, voilà. Ouais, J'ai quand même écrit le livre en me disant sinon partir d'une feuille blanche ça va être un peu compliqué, mais je savais que ce livre-là, je devais le mettre à jour tous les 6, 9 mois, quoi. C'est chose faite, puisque je l'ai mis à jour, je l'ai sorti là il y a quelques semaines.
avec les versions 1.x. Et effectivement, Dimitro a déprécié des tas d'API Core, il les a renommés. Voilà, donc Mais dis donc, il y a latest model eu. référence, Claude Sonnet 3.7. Il doit bien y avoir une 4 maintenant, non? Ah là là, ça y est, je suis à la bourre. Il faut que je sorte une nouvelle édition. Mais Non, et puis effectivement, t'avais oui, dit un oui, truc, c'est que si t'achetais via Amazon, tu pouvais rien faire, mais si t'achetais via ta plateforme que tu utilises à toi, la mise à jour est moins chère, je crois. Il n'y avait pas un truc comme ça? oui, bah, en fait, c'est pas ça, c'est que euh, je m'auto-publie hein, depuis quelques livres maintenant. Je m'auto-publie et c'est vrai que je le mets sur Amazon Kindle parce que c'est pratique. On peut l'avoir sur la Kindle. Mais si je remets à jour le livre, bah, votre Kindle, elle n'aura pas la mise à jour. Donc, vous pouvez aller sur mon site à moi et là, vous pouvez avoir le PDF et l'EPUB. Et l'EPUB, vous pouvez aussi le Hmm. mettre sur votre Kindle. Et là, c'est beaucoup plus facile puisque j'ai la main dessus. Et donc, j'ai envoyé un mail aux millions de lecteurs qui avaient acheté mon livre. Et je leur ai dit, Dont bah, moi. la mise à jour, vous avez 80%. Enfin, c'est une mise à jour, quoi. Donc ça, moi, je peux le faire sur ma plateforme à moi, pas sur Kindle. Voilà. Bon, tout ça pour dire que j'en ai profité pour mettre à jour les API et rajouter Ouais, quelques chapitres MCP puisque LangChain4j supporte la partie cliente. EasyRag qui venait de sortir à l'époque et qui n'était pas sec. Bref. Et ouais. puis effectivement, des nouveaux modèles puisque GitHub Model est sorti fin d'année dernière. DeepSeek, on en a beaucoup parlé, je l'utilise. Alors c'est assez facile, DeepSeek, puisqu'ils ont été smart. Ils utilisent l'API d'OpenAI. Hmm. Foundry Local, qui est un Olama, qui est le Olama de Microsoft. Donc maintenant on a LM Studio, Olama, Foundry Local, il m'en manque un, pour faire tourner des modèles locaux. Et puis effectivement une mise à jour des modèles. Mais comme dit Emmanuel, il y a quelques semaines, j'ai publié le livre avec Claude 3.7, c'était Bleeding Edge. Bim, la 4.0 vient de sortir. Voilà. Voilà, donc si vous savez pas quoi lire cet été, Understanding LangChain 4J par Antonio Goncalves. Cool. Et puis, bah, tu vas garder la main parce que tu vas nous parler de Gemini CLI. Donc, il y a une Oui, ligne de commande Gemini, Gemini comme on avait la Claude Code Claude et Code. d'autres. Vas-y, alors Oui, explique-nous, ça fait quoi tout ouais, ça? ouais, ouais, parce que j'ai pas mal bossé avec là. En fait, là, j'ai beaucoup travaillé avec Claude Code, Gemini CLI, donc Claude Code Anthropic, Gemini CLI Google et OpenAI Codex CLI. Et c'est intéressant parce que ça vous donne. En fait, j'ai fait pas mal de tests. Alors, hormis le fait que avec Gemini CLI, on n'a que Gemini 2.5, mais avec les autres, vous pouvez changer de modèle. Avec Claude Code, vous pouvez utiliser Sonnet ou Opus. OpenAI Codex, pareil, vous pouvez utiliser un mini codex ou un 4.1, je crois, GPT 4.1. Et vous êtes en ligne de commande. Et là, vous pouvez faire deux choses. Soit vous entrez en mode conversation, en mode chat. Donc vous lancez votre commande, Claude, voilà. Et vous restez en mode chat. Et là, vous faites coucou Claude, c'est quoi ce projet? Explique-moi la ligne de code, génère-moi du machin. Lorsque je dis génère-moi un fichier, il me dit est-ce que tu es sûr, est-ce que tu m'autorises à écrire sur le file system? Mais oui, mais oui. Est-ce que tu peux m'upgrader le code de Java 11 à Java 21? Il fait shebang. Au bout de 10 minutes, il vous fait tadam. Est-ce que tu m'autorises à compiler? Mais oui, mais oui. Donc vous avez ça. Et la ligne de commande est plutôt pas mal. L'UX est pas mal parce que vous êtes vraiment en immersion dans votre ligne de commande à l'intérieur de votre IDE, donc c'est plutôt pas mal. Et il y a un truc que j'avais pas compris tout de suite, c'est que vous êtes en ligne de commande. C'est-à-dire que vous pouvez faire vous savez, on a des tas de shell scripts qui font des tas de trucs. Ils font git init, Quarkus create app, Maven compile. Enfin voilà, on a des tas de scripts où on enchaîne les commandes git, Maven, Java, machin, bidule.
Et ben maintenant, lorsque vous faites votre git commit, vous demandez à Claude. Alors c'est dommage parce que Claude, il se connecte que à Sonnet et Opus, qui sont des modèles qui coûtent cher, mais imaginez qu'un jour on pourra faire ça de manière super simple, où on utilisera des modèles locaux pour générer un message de commit. Voilà. Donc vous Hmm. pouvez créer un shell script qui vous fait un git init, un Quarkus create app, un Maven compile, un Claude génère-moi un message de commit sur ce qui vient de se passer, et git commit récupère le message de Claude. Et en fait, invoquer un LLM ou un SLM, bah, c'est juste une ligne de commande. Et en D'accord. plus, Claude, je me souviens plus pour les autres, en ligne de commande, vous pouvez vraiment être en mode one prompt, c'est-à-dire vous dites Claude, euh, upgrade-moi l'application Java 11 en Java 21. Une ligne de commande, un prompt. Vous pouvez mettre un prompt plus ou moins costaud. Vous appuyez sur Entrée et on est en mode non interactif. Donc il va créer des fichiers pour vous. Il va tout faire pour vous. Donc en une ligne de commande, vous pouvez upgrader un projet de Java 11 à Java 15, 17, 18 que vous pouvez réutiliser puisque ça reste un script en fait. Mais vous pouvez aussi, en ligne de commande, donc dire Claude, upgrade-moi en Java 21, et Claude, génère-moi des API, et Claude, fais ci, et Claude, fait ça. Mais là, vous pouvez aussi garder le contexte des appels. Donc, c'est des lignes de commande qui sont assez riches parce on peut être en mode chat, on peut être en mode one prompt hyper intéressant pour du scripting. Et on peut aussi utiliser le mode non interactif, mais en gardant le contexte des différents appels. Bref, assez bluffé et limite pour un Quand tu dis, développeur. quand tu dis non interactif, c'est ce que certains appellent le mode YOLO, là, où tu lui as dit un truc et tu le laisses éditer les choses jusqu'à ce qu'il converge. Ça? Alors, c'est même mieux que le mode YOLO, puisque avec Claude, alors attendez, parce que j'essaye de trouver euh, la commande pendant que je vous parle, mais en, avec Claude, flûte, j'ai pas le trouvé. Le mode YOLO, c'est dash dash. Euh, flûte, mais c'est genre attention, c'est super risqué ce que tu fais. Est-ce que tu es sûr que tu veux que je le fasse, quoi? Donc ouais, c'est D'accord. tout à fait ça. C'est le mode YOLO effectivement. Euh, dangerously, ah oui oui, dash dash, dangerously skip permission. Parce qu'en fait, il vous dit, est-ce que tu m'autorises à écrire un fichier? Oui. Est-ce que tu m'autorises à faire un Maven compile? Oui. Est-ce que tu m'autorises à? Oui, non. Et là, vous faites dash dash, dangerously skip permissions, et il fait tout. Et du coup, l'expérience Gemini, c'est à peu près la même chose? Tu as Ouais, joué un peu avec? Ouais. ouais, pas mal. Gemini, pas mal. En fait, bon, je ne vais pas dire qu'ils se sont inspirés d'eux, mais Gemini et CLI est arrivé depuis quelques semaines uniquement, alors que Claude Code est là depuis quelques mois, et l'utilisation est la même. Enfin, vraiment, D'accord. je vous encourage à tester. C'est hyper immersif. On est dans du CLI et on prompte et on fait des slash commandes et on fait des arrobases fichiers, avec Gemini, vous pouvez aussi retourner en bash en faisant exclamation mark et vous faites un CD, ls. C'est vraiment immersif. En fait, en développeur, limite, je suis plus à l'aise en CLI en mode chat. Bon, voilà. Ok. Cool. Ouais, Donc, du coup, il y a, tester. il y a, un- il y a un vraiment débat entre le cursor AI où t'as truc dans ton IDE, et là, c'est juste que t'as ouvert ton terminal en dessous, en bas de ton... Ok. Ouais. Mais quand tu tapes Gemini, tu te retrouves dans une CLI immersive. Tu restes à Ouais. l'intérieur de leur CLI à eux. Et comme dit Stéphane qui nous a rejoint, les CLI, c'est la vie. Ouais. Au moins. Ça et la plage, quoi.
Allez, on va passer à un sujet d'après. Vous savez, il y a un grand débat. Est-ce que le LM a le droit de voler mon contenu, enfin, etc. Il y en a qui honorent les robots, il y en a qui les honorent pas, les robots.txt. Mais là, il y a un nouveau standard, enfin quelque chose qui essaie d'émerger, qui s'appelle LLM avec un S, llms.txt.org, qui propose d'avoir des fichiers llm.txt qui représentent plus simplement la structure de votre site web ou la page que vous voulez afficher, parce que écrit en Markdown, plutôt que de l'afficher avec l'interface web, etc., où le LLM essaie de trouver le bon contenu. Puis pourvu que vous ayez des mélanges avec des sidebars, de la pub au milieu, etc. Donc là, le LLM pourrait consommer plus facilement la ressource. Donc ils ont des exemples avec AngularDev qui est en Markdown la liste des liens principaux vers les ressources. Je sais pas si ça va bien prendre, honnêtement, parce qu'en fait, c'est genre, tiens, aidez LLM à mieux vous pomper votre structure sans retour. Donc voilà, je pense on n'est pas tous encore en paix avec ça, mais voilà, on va voir. Je sais pas ton feedback, toi, comment t'as ressenti ça en lisant l'article, mais bon, c'était un peu, Oui, moi je me suis voilà. dit, bon, soit il y a quelqu'un quelque part, appelons-le Donald Trump, qui va obliger tout le monde à le faire, soit je ne sais pas comment ça va prendre. The Big Beautiful LLM TXT. Allez, on va passer à l'outillage. Tiens, est-ce que j'ai mon petit texte outillage? Ben oui, paf. Oui, Et un petit article, hein, je sais pas si tu l'as lu, un petit article intéressant sur une fonctionnalité de Git qui s'appelle Git Notes. Et Git Notes, c'est un truc qui permet d'attacher à un commit des notes. Donc c'est une fonctionnalité qui est là depuis pas mal de temps, mais qui est plutôt méconnue. Et donc littéralement, ça permet d'ajouter des métadonnées. Un cas d'usage, par exemple, qui recommandait, enfin qui permettait, c'est d'attacher des infos sur de vos systèmes automatisés. Bah tiens, sur ce commit-là, j'ai testé ça, les tests ont passé, machin. Et donc on rajoute des métadonnées, un peu comme un tag, mais sauf que là, on va pouvoir mettre du texte attaché à ça. Il mettait des exemples d'un truc qui s'appelle Git Appraise, qui est en gros un système de revue mais distribué, hein, et l'état est stocké dans les notes attachées du coup à un commit ou à autre chose. Et du coup qui sont techniquement indépendantes de GitHub et GitLab. Après, faut l'interface qui va bien. Et pourtant, c'est peu connu parce que l'interface, elle est bien terminale, tiens, pour le coup. Elle est terminale et Git. Donc là, c'est le summum du top of the pop en termes d'interface. Voilà, en tout cas, ben, peut-être va vous donner des idées, des choses, des flows de travail que vous avez envie de mettre en place pour chez vous ou chez votre employeur. Donc, n'hésitez pas à aller voir ce petit article sur GitNotes. ma pauvre gamine de 20 ans là, qui est en train de faire un stage de 3 mois, Git, elle n'a rien compris. Et je lui dis, c'est pas grave, ma chérie, c'est très très complexe. Je lui parlerai de Ouais, GitNotes, tiens. voilà. En vacances, il y a le cahier des vacances. Il y a développeur en vacances. Allez, on va parler d'un autre outil qui est dans IntelliJ Ultimate, IntelliJ IDEA Ultimate, ou comme on dit en français, IntelliJ IDEA Idée, Ultimate. idée, ultimatum. Ouais, donc peut-être que vous le connaissez, mais si vous n'utilisez pas Ultimate ou vous voulez voir certaines des fonctionnalités, donc il y a cet outil donc qui est spécifique à Spring et qui va augmenter le debugger. Donc c'est des fonctionnalités, disons, au runtime qui permettent d'afficher certains états du framework qui en théorie fonctionnent et puis des fois ça fait pas ce que vous voulez et ça vous aide à aller pointer vers là où il y a un problème. Et du coup, bah, par exemple, un des cas classiques, c'est bah, le bin, il était censé être activé, mais il n'est pas activé. Donc là, vous le voyez il est en grisé, donc il n'a pas été lancé. D'afficher les métadonnées autour du bin.
de savoir, bah, les propriétés, elles sont là, mais les propriétés, elles ont des références vers d'autres références, qui ont d'autres références qui pointent vers une valeur finale, qui dépend peut-être de votre environnement parce que c'est une propriété d'environnement de votre terminal. Du coup, là, ça résout les valeurs de propriété et vous allez voir concrètement ces valeurs-là. Du coup, là, c'est pareil, c'est genre, bah, tiens, bah, pourquoi il est vide ou pourquoi il pointe vers la base de dev alors qu'elle devrait être en prod, voilà. Donc, c'est peut-être l'inverse parce que débugger pas, peut-être pas en prod avec ça. Voilà, de savoir bah, justement, est-ce qu'on est dans un contexte transactionnel quand on appelle, quand on est en train d'appeler ça. Donc ça, c'est genre, ah bah oui, j'ai oublié le add transactional au début de mon point d'entrée. Du coup, c'est pas transactionnel et c'est pour ça que, je sais pas moi, Hibernate ne pousse jamais les infos dans la base. Voilà, d'autres choses intéressantes comme ça. Je vous encourage d'aller voir un petit peu comment c'est fait et puis les fonctionnalités, peut-être que ça vous intéressera. Et puis l'Israël, donc tu en avais parlé par nom, mais tu l'as mentionné implicitement puisqu'elle est contributrice à Langchain4j. Et elle a Elle est relu maintenant, le livre, donc elle a elle fait relu le partie livre. des relecteurs, les relectrices. Ouais. Voilà, elle fait plein de choses. Elle a bougé d'employeur. Elle est chez Oracle en Elle a tant eu un que énième développeur bébé, elle advocate. arrête pas quoi, elle Elle fait a des un tas de lième trucs. bébé, voilà. Oui, et qu'elle a transporté. Le bébé, il Ouais. a fait plus de conférences que moi cette année. Donc, voilà, et elle a fait, bah là aussi, je vais vous le montrer en screen parce qu'elle a fait un comparateur des assistants de code IA. Donc, alors ça va pas vous donner le détail, une interprétation, un point de vue sur l'usage, mais par contre, il y a un certain nombre de fonctionnalités et de comportements, et puis elle va vous dire, bah oui, il a du context retrieval en utilisant MCP, ou non, c'est fait à la main, ou il en a pas, ou il vérifie qu'il n'y a pas de copyright dans le code qui est généré, ou oui, il le fait. Et du coup, là, vous voyez, là, il y a Claude Code, dont on a parlé, Ouais. CleanBot, Cursor, Devok Genie, donc de notre ami Stéphane, GitHub Copilot, évidemment, incontournable, hein, il y a beaucoup de boîtes qui l'utilisent. JetBrains, alors JetBrains, ils en ont plusieurs. Alors, JetBrains AI Assistant, Junie, Jules, je sais pas qui c'est, mais voilà. Kodo, Windsurf, Base44, Devin, Lovable, Modi et Replit. Et du coup, il y avait toute une dimension d'usage, notamment, voilà, est-ce qu'il y a une version on-prem, quel est le modèle en dessous, est-ce qu'il est customisable, donc c'est un des trucs dont tu parlais justement. Donc, Et ben, un truc qui est vraiment sympa avec Claude et Gemini, c'est que lorsque vous arrivez sur un projet, de quel langage qu'il soit, j'ai fait du COBOL là cette semaine. ah Vous ouais, arrivez sur le projet et vous dites Claude ou Gemini et vous avez eu une commande slash init. Et en fait, là, le LLM va regarder le code et il va essayer de comprendre. Et en fait, il va vous pondre un Claude.markdown ou un ouais, Gemini.markdown qui est une sorte de README qu'il a extrait, un README assez technique. Et ça, c'est le genre de fichier que vous pouvez committer. ouais, Et c'est-à-dire que à la prochaine interaction avec Claude ou Gemini, la première chose qu'il fait, c'est qu'il va se baser sur ce fichier, claude.md ou gemini.md, et il va dire, tiens, c'est un projet Java 17 qui utilise Maven, qui utilise Hibernate, qui machin, qui appelle une base de données, etc., etc., etc. Hyper ouais, pratique, puisqu'il se crée un contexte comme ça, et c'est le genre de fichier que vous committez, et après, vous gagnez un temps dingue avec votre LLM. Donc assez ouais. smart, Claude et Gemini le font. Ouais. Et puis, oui, c'est ça. Ça vous évite qu'il ait à refaire cette phase-là qui est un petit peu longue et donc consommer plein de tokens à chaque fois. Et Ouais. l'autre chose, donc on l'a vu dans l'interview qu'on a fait hein, avec Kevin et Philippe, on a ce fichier-là. Après, vous pouvez l'augmenter avec vos règles. Ben non, j'utilise Oui. toujours JUnit. Ouais. Fais-moi toujours un test avant de committer. Voilà. Ou nous, on est tab versus space. Voilà, ce genre de choses, vous pouvez les rajouter. Ça va non seulement aider l'IA, mais aider vos collègues aussi, parce que quelque part, ça va définir un peu la façon dont vous estimez que la code base doit être entretenue et avancée. Donc, ouais. Alors, il y a chacun a un nom différent pour l'instant, mais bon, un jour,
Oui, un jour, Voilà. Un il jour, y aura une mon spec. prince viendra. Voilà ça. Allez, on va passer à l'architecture, et notamment Oh, l'architecture l'architecture hexagonale, hexagonale. c'est Eh ben, relou. écoute, j'étais comme toi, et je me suis dit, il faut donner sa chance au produit. Et en fait, c'est toujours bien, parce que moi, j'ai tendance à me dire, oh là là, est-ce que ça vaut vraiment... Alors, l'architecture hexagonale, pour ceux qui savent pas, c'est l'idée de dire, le cœur de votre partie business, c'est le domaine. Je sais pas s'il y a un diagramme. Voilà. Le cœur, c'est la partie domaine qui doit dépendre de rien du tout. Ça représente vos entités au sens métier, mais pas Hibernate, vos entités au sens métier. Ensuite, l'application, c'est pareil, c'est du code qui ne dépend que du domaine, mais qui dépend pas du tout de stack technique. Donc, ça dépend que de Java Lang et c'est fini, quoi. Et puis, l'infrastructure, c'est des layers au-dessus. Ils ont des noms, des portes, des connecteurs, des choses comme ça, qui vont mapper votre domaine et votre application sur la vie réelle. C'est-à-dire, bah, tiens, ça, faut l'exposer en HTTP sur tel endpoint. Il faut faire une version de JSON. Il faut stocker ce truc-là dans la base de données via Hibernate. Et donc, l'infrastructure, elle, va dépendre de domaine et d'application. Mais si un jour vous voulez migrer de framework ou migrer de librairie, de persistance, eh ben, vous avez juste à changer la partie infrastructure et le code. Et la théorie, c'est ça. Le code qui est vraiment pur de vos règles métiers, il reste indépendant de la technologie, à part que c'est écrit dans un langage donné. Donc c'est ça la philosophie de l'architecture hexagonale. Et moi, ma vue toujours, ça a été, j'entends, mais ce que mon expérience a beaucoup été qu'on crée des abstractions qu'au final on n'utilise jamais, qui nous Ouais. coûtent tous Mm, les jours mm, et qui au final apporte peu de valeur, vaut mieux se dire mm. bah j'aurais écrit ce microservice et basta et j'avance. Mais c'est toujours intéressant d'aller voir un peu ce que disent les uns les autres dessus. Et Startix, ce qui est intéressant, c'est que bon, vous explique les concepts rapidement et puis après il va aller zoomer dans bah, concrètement dans Maven comment je fais ça. Donc là il explique qu'il y a les trois modules qui dépendent les uns des autres proprement. Il va vous expliquer le bout de code, voilà, le bout de code. Donc ça, le produit, il dépend pas d'Hibernate. Vos méthodes d'accès, ils dépendent pas d'Hibernate, elles sont abstraites. Et après, donc ça, la requête, c'est un concept applicatif, mais là encore qui dépend pas d'un framework web quelconque, ou Quarkus, ou ce que vous voulez. Et après, il y a un mapping de ça sur la technologie. Donc là, par exemple, sur Spring, accéder à MongoDB avec un repository, etc. Et du coup, au moins, l'article vous montre un petit peu les couches et puis vous pouvez du coup avoir un échange dans votre équipe et dire bien, pas bien pour nous et d'avancer. Donc c'est pour Mais ça que c'est j'ai bien vrai, aimé cet article. mais c'est vrai que comme tu dis, on a tous vécu les architectures hyper Putain, les abstraites en disant DTO, ouais. un jour on pourra changer de base de données, un jour on pourra changer de mom, un jour on pourra changer. Punaise, tu vois, ton entity, il a des annotations Hibernate, et si un jour tu changes Hibernate, enfin, l'annotation, c'est le dernier de tes soucis, quoi. Il va falloir que tu retestes tout. Enfin, bref, entre le vibe Ouais, coding et l'architecture et l'hexagonale, il y a peut-être un oui, il y juste a un pas. milieu. Mais Peut-être un juste milieu, mais ouais, ouais. ouais, moi j'ai trop souffert des architectes tour d'argent chez les clients où voilà, il faut s'abstraire de tout. Et puis, comme tu dis, au quotidien, ça coûte énormément. Et in fine, le jour où tu dis allez, change Oracle pour Postgre, c'est pas ton code Java qui va te coûter cher. C'est pas cette migration-là qui va coûter cher. Allez, l'article d'après, c'est un article qui parle des fameux tech radars. Donc, il y a bon, pas Gartner, mais ThoughtWork en fait. Il y a d'autres. Je pense que nos amis de RedMonk font de ce genre de choses. Ils appellent peut-être pas ça radar parce que il y a une marque déposée là-dessus, mais c'est en gros une vue globale technologique qui dit voilà, bah, ce truc-là, c'est intéressant à regarder, ou c'est mort, ou il faut l'adopter, ou faut l'essayer. Du coup, peut-être dans un projet un peu de côté, voir un peu comment ça se passe. Et donc, ça permet aux équipes, aux CTO, aux équipes d'architecture, etc., de savoir un petit peu naviguer dans tous ces technos qui sortent tous les jours, 10 par jour, et de savoir, bah, tiens, est-ce que Gemini CLI, c'est Assess ou c'est Try, est-ce que c'est quoi le
vibe coding, c'est old ou adopt, tu vois, voilà. Du coup, il explique ces concepts-là. Il explique un peu certains des concepts. Il liste un certain nombre de tech radars que vous pouvez utiliser comme base, mais il vous recommande aussi de l'adapter, peut-être d'avoir un petit travail en interne pour l'adapter à vos besoins à vous. Donc peut-être que le radar, il n'aura pas exactement les mêmes valeurs ou les mêmes sous-ensembles d'informations parce qu'il est lié à votre entreprise à vous. Voilà, donc c'est un peu une méthodologie pour faire vos choix technologiques, ouais, vos suivis technologiques, pas tant d'usage, mais pour pas vous retrouver un jour en disant quoi, Struts, ça s'utilise plus, qu'est-ce qui se passe? Voilà. Il y a Marchand de patates, attends, j'étais juste avant, il y a Marchand de patates qui nous parle de Arch Unit, qui est pas mal pour garantir ces liens sur le long terme. Alors du coup, j'ai perdu ça devait être ouais, il y a 4 minutes. On parlait de quoi? On parlait de quoi quand on parlait de ça? Architecture hexagonale, et on disait que Ouais, ça devait être autour vibe de ça. coding is the future, et c'est les radars qui le disent. C'est ça, je crois, non? J'ai résumé là. Ouais. Ouais. Mais effectivement, dans les tech, ouais, alors Stéphane dit les tech radars, c'est pour ceux qui n'écoutent pas les cascodeurs, mais l'article parle justement des sources que vous devez utiliser, et du coup, ben, les podcasts, ça en fait partie, donc vous pouvez amplement remplir votre tech radar grâce à notre travail sans relâche depuis maintenant petite centaine d'années sur, sur la technologie. Et on va watermarker nos podcasts parce qu'ils sont 100% générés par des êtres humains. Ouais. Bah, de toute façon, c'est simple. Si à un moment il y a des blagues dans votre tech radar, c'est que ça venait de chez nous. Allez, on passe aux méthodologies. Et le premier, ben, c'est un article de Martin Fowler qui est chez Thoughtworks d'ailleurs. Alors, enfin non, c'est pas un article de Martin Fowler parce qu'en fait, Martin, il écrit plus, mais juste c'est son nom de domaine. Et il parle de concept d'expert généraliste. Et c'est marrant, je me suis un petit peu retrouvé. Alors ça, vous allez voir, ça va vous rappeler un peu la notion de staff engineer potentiellement ou de gens comme ça. Mais l'idée, c'est l'industrie historiquement avait le codeur full stack payé 45 euros de la journée ou le moins cher possible. Et puis, de temps en temps, vous aviez l'expert. Alors, il connaît super bien les index Oracle ou alors il connaît super bien autre chose. Et du coup, l'industrie a tendance à pousser vers une spécialisation étroite. Mais après, quand on regarde les gens qui sont efficaces, qui font vraiment avancer les projets, ils sont ni dans un cas full stack, ni dans l'autre, en fait. Ils sont excellents, mais dans plusieurs domaines. Voilà. Et par exemple, un développeur Python, s'il connaît bien les fondamentaux, il va pouvoir passer à Java. Alors, bon, les types vont le surprendre un petit peu au début, mais il va pouvoir en fait aller monter assez vite. Et surtout que là, pour le coup, l'IA va lui permettre de dire, ah, tiens, comment on fait déjà en Java tel truc, et il va pouvoir mapper ses concepts assez rapidement. D'accord? Et donc, l'expertise, elle est dans la profondeur dans un domaine et surtout la capacité d'apprendre rapidement et du coup d'aller zoomer dans un autre domaine en fonction du besoin de la société ou de l'équipe. D'accord? Et donc, c'est ça, ces experts-là, ils s'appuient sur plus, petit à petit, en fait, ils vont engranger, pardon, des concepts, des principes fondamentaux. Oui, engrainer à Marseille, ça n'a aucun rapport. Donc, engranger des principes fondamentaux plutôt que l'outil spécifique. Donc, il comprend le concept de mapping d'objets relationnels plutôt que savoir spécifiquement Hibernate. Et du coup, il va pouvoir passer de Hibernate à re-Hibernate parce qu'il n'y en a pas d'autres. Mais bon, là, c'est un mauvais exemple. Mais voilà. Et donc, la curiosité, c'est important. Comprendre les choses plutôt que faire du copier-coller. Donc, c'est intéressant parce que ça va un petit peu orthogonal avec le vibe coding. Hein, enfin, orthogonal. On peut voir les tensions potentielles là-dessus. Et la collaboration, c'est important. Donc, il arrive avec de l'humilité dans les équipes, comprendre pourquoi les choses ont été faites comme ça, avant de commencer à dire, bah, c'est de la merde, on va tout réécrire en tel autre langage, etc. Voilà. Et du coup, eux, ce qu'ils disent, c'est que cet expert généraliste, je pense il pense qu'il faut le traiter en tant que euh, rôle existant et qui a une compétence enfin, qui a une valeur de premier niveau là-dessus et qu'il faut nommer, qu'il faut un peu trouver ces gens-là dans vos équipes et leur permettre justement d'étendre leur rôle et d'aller dans ce plein potentiel. Voilà. Et pour moi, Moi, ça me en rappelle beaucoup lisant, le staff engineer. Ouais.
Vas-y. Ouais, moi, en lisant l'article, c'était un petit peu, tiens, il est en train de trouver une excuse pour qu'on continue à exercer notre métier, parce que ça, j'en ai déjà aussi Ah, pas mal parlé, mais c'est vrai qu'à partir de quelques décennies de boulot, on est expert en rien, puisque entre la techno, vous avez fait votre thèse il y a 30 ans à la fac sur une techno, la techno, elle a disparu de la planète Terre. Donc on est expert en rien en fait. Enfin moi je me considère expert en rien aujourd'hui. Mais en fait vous connaissez votre spectre est extrêmement large parce que on a lu le Goff et puis on écrit des prompts et puis on fait un peu de vibe coding avec Claude et puis on fait de l'hexagonal avec des couches abstraites etc etc. Enfin, moi je en lisant l'article je me dis tiens il me réconforte il me réconforte moi dans mon rôle à moi qui suis expert en rien. Et donc il me dit, ouais, si, mais t'es si, expert en Antonio, rien, tu mais vas trouver du boulot. t'es expert en rien. Maintenant, tu comprends qu'il y a OAuth avec un flow et Oui, que c'est oui, bien sûr, l'interaction entre X et Y. Quand tu comprends pas et que bien sûr. tu fais le monkey jusqu'à ce que ça fonctionne, ça, en général, ça finit pas très bien. Enfin, tu te Ah ben, je retrouves vais sur reparler la de, page Hacker je News vais, assez rapidement pour avoir je vais leaké des choses, reparler quoi. de ma pauvre chérie de 20 ans qui fait son stage. Alors Voilà. elle, la pauvre, elle comprend rien, la pauvre. Et elle demande à Claude et puis à son papa de l'aider parce qu'effectivement, c'est trop compliqué là. Elle me disait, mais JWT, c'est quoi? Et alors là, aller expliquer JWT à quelqu'un qui a pas cette connaissance-là. Enfin, c'est une bobine. Enfin, ouais, 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 la Ouais. pauvre. Et puis, oui, comme tu dis, c'est. Et moi, j'utilise assez pour savoir que ça existe, mais pas assez pour réexpliquer, c'est sûr, quoi, parce que c'est quand même, il y a quand même une subtilité. Les flows, ils sont quand même assez ils sont complexifiés au fur et à mesure des attaques qu'on a pu voir au fur et à mesure de l'eau. Et c'est pas un truc qui reste assez dans ma mémoire court terme et qui est entretenu pour que je puisse l'expliquer à quelqu'un, par exemple. Non, mais tu reviens sur le thème de expert généraliste. Tu sais ce que c'est. T'es Ouais. pas un expert, tu connais Et pas tu peux aller recreuser. toutes Ouais. les trames, etc., mais tu sais ce que Ouais. c'est. Et dans la nébuleuse d'architecture, tu sais où ça se situe, quoi. Ouais. Allez, on va passer sur un article sur les métriques métiers et sur leurs valeurs. Donc c'est un article de vulgarisation de nos amis de Ypon. Et sur la valeur du monitoring, mais pas le monitoring technique tel qu'on a tendance à le voir, le nombre d'erreurs 500, etc., mais plutôt au niveau métier, peut-être le nombre de revenus par heure sur un site de e-commerce, par exemple. Et du coup, bon, évidemment, le monitoring technique traditionnel, on le connaît, les CPU, les serveurs, les API, etc. Mais ça ne veut pas dire que si tout fonctionne, que fonctionnellement pour l'utilisateur, on est là. Et donc, on complète ce monitoring. C'est vraiment incomplet parce qu'on peut pas avoir, enfin, il faut avoir le technique avant d'aller au monitoring métier, mais il permet de se concentrer sur un flow typique ou principal ou clé d'un utilisateur et de mesurer ça et de du coup voir des variations et d'être capable d'interagir et de réagir là-dessus. Par exemple, un client peut-il finaliser sa commande? Si vous voyez, vous allez mesurer le nombre de personnes qui passent à avoir mis quelque chose dans leur panier, ensuite le nombre de fois où ils ont cliqué valider, et puis si ce ratio-là, bah, il évolue d'un coup au fur et à mesure du temps ou une nouvelle version, voilà. Ça, c'est des informations hyper utiles là-dessus. Et donc c'est un pilotage voilà qui peut devenir stratégique pour vous. Et moi c'est marrant, ça m'a beaucoup rappelé ce qu'on appelle les service level objectifs, service level indicators, service level SLO, SLI, SLA, service level agreements, puisqu'ils ont tendance à être aussi plus métier. Alors c'est métier pour un produit, mais ça reste beaucoup plus métier que concrètement le CPU à 90%, quoi. Et du coup, ça vous force à réfléchir à votre définition d'un comportement OK ou definition of done du comportement de l'utilisateur. Et du coup, ça vous permet de savoir les impacts que vous pourriez avoir. Tiens, on met à jour la base de données qui fait ceci. Et si vous avez pu parler vraiment en profondeur et trouver ces indicateurs-là avec
vos équipes métiers où vous allez pouvoir avoir votre impact. Voilà. Euh, voilà, je vous laisserai aller lire l'article. Il est intéressant pour se rappeler ce genre de choses ou se rappeler quand on démarre là-dessus. Allez, on va passer à la sécurité qui est après le web, voilà, vous voyez sa tête si vous êtes sur la vidéo, la chose que préfère Antonio. Alors là, pour le coup, j'ai aucune notion de sécurité. J'ai fait ma carrière en passant outre la sécurité. Et c'est de plus en plus Mais, chaud quand euh, même. MCP, enfin, j'en parlais tout à l'heure, puisque c'est l'article là. C'est vrai Ouais. qu'MCP, c'est, comme tu disais tout à l'heure, c'est même pas une spec, enfin, si, mais c'est quelque chose qui est venu par Anthropic parce qu'ils avaient un besoin. Il y a eu un engouement, donc là, vous avez des MCP serveurs partout. Tout le monde trouve ça super. On a, on a Docker qui télécharge un truc qu'on sait pas ce qu'il y a dedans. Il a full l'autorisation sur votre Disque dur. disque local. Et c'est vrai que c'est Microsoft qui, il y a quelques mois, a dit, attendez, c'est hyper intéressant, mais il faut quand même un peu d'authentification d'autorisation. Donc c'est Oui, parce toujours qu'il à y a la un truc qui recherche n'était pas du. du tout passé, c'était pas, notamment le web token. Donc, il y a plusieurs types de passages d'infos de sécurité. C'est genre, en tant qu'appli, ben, j'ai un login mot de passe en hard-codé pour le truc d'après, et du coup, j'hérite ça pour tous mes usages. Et puis, il y a des fois où on peut passer le contexte. Donc, c'est Emmanuel qui fait la demande et on passe cette information, notamment grâce au token JWT. Et du coup, bah non, mais Emmanuel, il n'a pas accès à ça. Ou alors, oui, il a accès à ça. Du coup, c'est les choses qu'on voit potentiellement, mais qui n'étaient pas du tout pris en compte dans l'aspect initial MCP. D'où la recherche du S de MCP. Voilà. Et donc là, l'article, il explique que ben, il y a quand même genre 7000 serveurs disponibles sur Internet sans trop de sécurité. Alors, il y en a qui affichent que des trucs publics, donc c'est pas très grave, mais d'autres, si vous l'intégrez à genre, ah bah tiens, je l'intègre à mon cloud AI, ça va bien se passer, ben, ou pas, en fait, est-ce que les infos que vous passez vont se faire tronçonner, voilà. Donc, des toutes petites recommandations qui ne sont que partielles, mais qui sont un début de réflexion, c'est que si vous utilisez un MCP pour un usage de type local, genre Cloud Desktop, ben, le protocole SSO, au moins, il va éviter d'afficher ça à tout le monde sur Internet. Si vous devez utiliser le protocole web, donc SSE, là, Server Sent Event, vous utilisez la 127.0.0.1 en termes de restrictions pour éviter que vous affichiez ça pour que mettons, je suis à une conférence, j'ai ouvert mon truc. Si Antonio il peut utiliser mon MCP tool qui m'affiche mes systèmes de fichiers, bon, c'est moyen. Antonio, ça va, je le connais, mais bon, il n'y a pas que Antonio. Voilà, donc un certain nombre il est assez haut niveau, hein, cet article, mais voilà, un certain nombre de retours là-dessus. Et puis on va passer à la loi. Ah non, à tout ça, avant de ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on va vous dire merci à tous ceux qui. J'ai vu quelques gens qui venaient contribuer à Patreon, enfin via Patreon au Cascodeur, donc patreon.com/les Cascodeurs. Ça nous aide à garder la lumière allumée, comme on dit. Et donc merci beaucoup. Merci beaucoup de cet effort. Continuez si vous pouvez. Parlez-en à d'autres déjà du podcast si vous aimez, si vous pouvez. Parlez-leur du YouTube si c'est des générations un peu plus jeunes qui ne savent pas entendre juste avec des oreilles et qui ont besoin de vidéos. Et puis, ben voilà, proposer Patreon pour les gens qui sont qui trouvent de la valeur. Voilà. Allez, on va passer à la loi société et organisation, si je le trouve. Tac. Avec Bon, c'est Monsieur un petit Martignol, Monsieur Martignol qui nous a alias écrit le Touilleur un. Express. Voilà. D'ailleurs, tueur-express.fr qui nous a fait un petit article sur bah, l'évolution du métier de développeur euh, dans le cadre de l'IA. Vous vous rappelez, c'est celui qui avait écrit si à 40 ans, t'es pas project manager, t'as raté ta vie. Et ben là, c'est en gros, il réfléchit, ben, l'IA, qu'est-ce que ça amène comme impact sur notre métier et est-ce qu'il y a des nouvelles types de carrières qui l'ont fait? Je sais pas si tu l'as lu ou si tu veux que je Non, le je l'ai couvre. même pas lu en plus. Non, D'accord. j'avoue, j'ai même pas Ben, lu.
Mais du coup, il Il essaie faudrait peut-être vraiment de se se... faire une petite interview avec Nicolas, ça fait longtemps. Ben ouais, faut trouver un sujet, ou alors c'est une interview de Nicolas Martignol, Non, comme on mais a fait des sur interviews ce Rémi thème-là avec Foix. d'autres. Ouais, 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 c'est une bonne idée. Faut qu'on le marque sur notre Sur liste. ce thème-là, ouais. Mm. Ouais. Et j'en ai un autre, parce que j'ai vu une présentation de CSS avec les dernières nouveautés pour les noms CSSE, et je me dis, ah, on va essayer de faire ça dans un podcast audio, donc je vais essayer de challenger les gens que j'ai vus, savoir si ça les intéresse. Et donc il dit, bah voilà, il y a évidemment l'IA transforme les parcours traditionnels les parcours de développeurs, et pour lui, y compris le manager et y compris l'expert technique, puisque bah, peut-être qu'avant, il se projette, hein, mais peut-être qu'avant on est manager d'une équipe de 5 et en fait on va devenir manager d'agents qui pilote l'IA, qui garde un œil sur l'architecture, qui valide le code généré, mais qui en gros contrôle des robots plutôt que manager des humains pour aller dans la même direction. Il y a évidemment l'expert ou l'artisan augmenté qui utilise l'IA pour coder 10 fois plus vite, être 10 fois plus efficace. Il connaît ses connaissances, juste il se fait aider d'outils qui lui font aller plus rapidement au résultat. Il introduit un nouveau concept de philosophe du code. Donc c'est un nouveau rôle qui est centré sur le pourquoi le code, puisque comment on code, comment on fait, il estime, ok, ça c'est l'IA qui va le faire, on va lui demander de vibe coder, on s'en va, et quand on revient, il a codé le truc. D'ailleurs, je ne nommerai pas cette personne, mais quelqu'un avait ce mode, quelqu'un avait essayé ça, il avait mis son truc en mode YOLO, et puis il n'a pas fait gaffe, il est parti manger, il est revenu. Alors, il se trouve que dans son contexte, il n'avait pas à payer. Mais en gros, il s'est retrouvé avec, je sais plus combien, genre 10 millions de tokens consommés Token. par le truc, en fait, qui restait en boucle sur un truc et qui était coincé, en fait. Du coup, Ouais. il faisait un ping-pong de l'agent et du coup, il s'est retrouvé, ah ben, ça a coûté 30 balles ou peu importe le prix virtuel. Donc là, tu dis, oups. Donc voilà, faites un petit peu attention quand même. Mais en tout cas, ce philosophe du code, il revient sur, ben, c'est lui qui apporte le pourquoi du code, qui réfléchit, qui est capable de, du coup, ben, soit donner cette information dans les prompts, soit d'interpréter le résultat en fonction de ce pourquoi et du coup orienter les choses. Et puis ce qu'il dit, c'est que la charge mentale de la validation. Alors, pour ceux qui sont montés dans les gammes techniques. Avant, on codait. Ensuite, tu passais à faire la pull request, la revue pour les gens. Et puis, de plus en plus, tu montes. Mais la pull request, bon, bah, c'est pas le même plaisir de faire une revue de PR que de coder. Et du coup, cette charge cognitive, en gros, c'est l'IA qui code, qui fait des trucs sympas. Et c'est à nous de faire la pull request, de vérifier Mm. que l'IA, elle a fait ce qu'on voulait. Donc, on va voir qu'une charge mentale, sur des codes qu'on va peut-être potentiellement moins maîtriser parce que ben ils vont être générés, on va moins avoir joué, avoir la mémoire musculaire de at entity, je sais pas quoi. Voilà. Du coup, voilà, c'était un article intéressant sur ça. J'imagine que dans 5 ans, 3 ans, même 6 mois, il pourra faire une nouvelle version de cet article, mais je vous encourage à aller le regarder. Voilà, et puis alors là, c'est au niveau de la loi. Anthropic a gagné un procès parce qu'en fait, il y a des gens qui disaient oui, il y a des livres qui sont copyrightés, par exemple le livre d'Antonio, C'est Understanding vrai. Invention for J. C'est vrai. Voilà. Eh bien, il se trouve que Claude a le droit de prendre ton livre pour former son LLM, pour entraîner son LLM. Et ça, un juge, en tout cas, a estimé que c'était du fair use aux États-Unis, Mais en il tout le cas. rend après. Il le rend. Mais par contre, le stocker, Il va à la voilà, le bibliothèque, il stocker, le il n'a pas le lit droit. et il le remet à la bibliothèque. C'est ça. Et c'est là où tu te dis, comment tu fais ça techniquement? Comment tu fais ça? Tu entraînes tes Voilà. neurones et puis tu Donc rends en le tout cas, support. Mm. oui, mais du coup, tu le prends, mais gratte. Parce que fair use, c'est Oui, que Oui, c'est ça. Tu peux payer la lecture. Tu dois payer la lecture, potentiellement, si c'est payant. Et par contre, le fait de le mâcher dans tes outils enfin, dans ton process de training, c'est OK. Bon, après, c'est un juge. Après, ça va monter jusqu'à la Cour suprême qui va dire oui ou non. Bon, bref, on imagine bien que ça évolue
ces décisions, elles ont toujours une vie un peu longue, mais c'est intéressant, c'était intéressant. Dernièrement, j'écoute pas mal le podcast sur l'IA, mais un peu plus philosophique, un peu dystopique. Qu'est-ce qui va se passer, où est-ce qu'on va, etc. Et c'est vrai que c'est le copyright. Le copyright. Enfin, là, je prenais l'exemple de, on va dans une bibliothèque, on prend un livre, on le lit, on le ferme, on le rend. C'est ce que l'être humain fait depuis quelques siècles, hein. On a tous acheté des livres, mais on a tous aussi pris des livres sur étagère qu'on a lus, donc on a entraîné nos neurones et on les a remis. Donc c'est pour ça que le copyright dans l'IA, c'est assez complexe en fait. C'est assez complexe. Là, ils viennent de gagner jusqu'au prochain procès, mais les avocats, les juges savent pas trop quoi faire avec ça, parce qu'il y a des gens qui vous disent, bah oui, c'est ce que l'être humain fait. Regardez Tarzan. Tarzan, il a jamais eu accès à toutes ces données-là. Bah, Tarzan, il savait pas lire et écrire. Et nous, on a eu accès sans payer à du vocabulaire parce que nos parents, parce que, etc. On a eu accès à de la culture gratuite, on a eu accès à des livres. Euh, donc voilà, on n'a pas payé pour tout et et ces juges-là se basent aussi sur bah, l'IA. Elle fait ce que les êtres humains font, elle prend un livre, elle le lit, elle le referme, elle le rend. Après, le copyright, J'aimerais il pas être expire hein, juge, dans la plupart des j'aimerais pas être, pays. oui, Il y a oui en plus. le copyright, il est là pour dire, on te donne une exclusivité sur ce que tu as produit, mais par contre, la société, en échange de cette exclusivité, le remettra dans le domaine public au bout d'un certain nombre d'années. D'accord? Les patents, enfin, les brevets, c'est le même principe. Il y a une exclusivité temporaire pour après redonner cette information à la société de manière générale. Donc, en fait, il y a plein de choses qu'on lit, qu'on a accès de manière gratuite parce qu'ils sont dans le domaine général. Là, il y a un cas hyper intéressant de la bibliothèque, parce que la bibliothèque, elle attend pas que les livres soient dans le domaine public pour pouvoir les Mm, proposer. Et du coup, mm. là, c'est intéressant. Je ne sais pas s'il y a des négociations explicites entre les bibliothèques et les éditeurs, ou alors, et qu'il y a un échange d'argent d'une manière ou d'une autre, et après ta bibliothèque, tu la payes indirectement par tes impôts, par exemple. Voilà, tout ça, c'est pas, tu vois, c'est peut-être beaucoup plus subtil que ce qu'on connaît. C'est pas genre tout a été, enfin, c'est accessible pour toi gratuitement. Il y a un moment, il y a quelqu'un qui a probablement payé quelque part. Voilà. Allez, alors justement, tiens, en parlant de Ah oui, philosophie ou en tout cas d'opinion, ouais. il y avait Ouais, Luc notre Julia ami qui a Luc fait Julia. une double keynote d'Evox parce qu'il sait pas faire 20 minutes. Non, Et donc il est allé il au a. Sénat et puis il sait pas faire 40 minutes au Sénat. Il a fait 1 heure et demie. Alors, au Sénat, parfois, c'est même beaucoup plus long. Et là, il se trouve que c'est Luc Julia qui a dit à 11 heures, il faut que je m'en aille. Donc, il aurait pu être un peu plus long au Ah ouais. Sénat. J'ai vu au Sénat des super interviews sur les centrales nucléaires à l'époque et l'énergie en France, où c'était 2, 3 heures avec Hollande, Sarkozy et tout. C'est passionnant. En fait, j'aime bien regarder les auditions du Sénat. Et là, c'était Luc Julia. Alors, c'est vrai qu'on a retrouvé Luc Julia avec sa chemise, son parler. Et pour moi, c'était une extension de Devox, parce qu'à Devox, comme tu dis, il y avait deux keynotes pour Luc Julia, plus un Q&A, plus question-réponse. Donc, il a passé une bonne heure et demie à Devox France, Julia. Et là, c'était un petit peu pareil. Il a repris des exemples de Devox, donc c'était assez rigolo. Et son franc-parler, bah, il le garde au Sénat. Donc, il a dit, bah, votre ami Besson, là, qui a pondu sa loi sur l'AI Summit, c'est nul, moi, c'est une mauvaise idée. Puis les autres, ils ont dit, mais c'est pas notre ami. Il a dit, ouais, mais il fait votre boulot. Ah bon, il a été cash, il a été Luc Julia, quoi. On n'aime pas. Euh, voilà, donc j'ai pas appris grand-chose par rapport à Devox. Il prend ouais, un peu toujours les mêmes exemples, il aime bien taquiner la France, etc., etc. Il a redonné le même exemple que vous avez vu peut-être à Devox, mais qui est un exemple intéressant, hein, c'est que les sénateurs lui disent oh là là, oh là là, oh là là, mais alors nous en France, en IA, on est nul, et puis on est à la bourre. Et il dit bah non, en fait, on est les meilleurs du monde puisque l'IA c'est des mathématiques
et la France a eu 13 médailles Fields. Ouais, Donc la France est bonne en maths, donc elle est bonne en IA. Ce qui manque, c'est la prise de risque. Et il dit, et là c'est peut-être Luc Julia enfant qui parle, il dit, quand on est en CP et qu'on fait une erreur, la maîtresse, elle vous gronde et puis elle vous met au coin. Il dit voilà. Et ça, vous, sénateur, c'est à vous de le changer, mais ça va être long et compliqué, parce que c'est vrai que bah, enfin, moi, j'ai travaillé en Grande-Bretagne pendant 3 ans, je bosse maintenant pour une boîte américaine. Bah oui, les anglo-saxons, on va aller savoir pourquoi. Il y a cette prise de risque, il y a ce fail fast, il y a bravo, c'est un échec, mais on apprend de nos échecs. Même le système éducatif qui est loin d'être parfait aux États-Unis et puis très très cher, bah, il est différent. Et c'est vrai que Luc Julia, il donne cet exemple-là qui était rigolo. En CP, en France, quand on fait une bourde, on vous met au coin. Et aux États-Unis, le gamin, on lui dit mais non, c'est pas ça, great, great, awesome. Et vous savez très très bien que les Américains, ils adorent dire great, 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 awesome. Et moi, ouais, je suis pas en CP, mais c'est vrai que être dans une boîte qui encourage l'échec, bah, c'est pas mal en fait. Donc lui dit, les maths, on sait faire, la prise de risque, on sait pas faire. ouais. Et je vais faire écho, alors elle est sûrement pas encore disponible, mais il y a Nicolas Leroux et Quentin Adam qui ont fait une keynote à Riviera Dev. Alors, bon, ils ont des prises d'opposition. Après, on aime ou on n'aime pas les personnages, mais c'était assez intéressant et ça touchait notamment cette partie prise de risque, parce que pour eux, c'est la différence fondamentale entre l'Europe et les États-Unis. C'est que on a des régulations, des safeguards et des choses pour éviter l'erreur, alors qu'aux États-Unis, ils balancent du cash, ils veulent que erreur ou pas, c'est pas très grave, mais il faut que ça aille vite, qu'on ait fait le choix vite et qu'on passe à autre chose. Et du coup, ils montraient le décrochage dans des métriques économiques, notamment depuis en fait, leur hypothèse, c'est depuis la numérisation 2005, de l'accélération du numérique, qui a enfin, une courbe exponentielle côté États-Unis et que l'Europe, bah, le ratio est très différent. Et il explique donc que rien n'est tard, mais qu'effectivement, tous ces comportements de peur du risque ou de dire oh là là ouais mais c'est une petite boîte, qu'est-ce qui se passe s'il meurt, et du coup de pas investir, pas au sens racheter, mais investir au sens bah moi je vais acheter chez ce petit éditeur innovant local, ma capacité à faire ça, et puis s'il tombe ben j'en trouverai un autre. On a tendance à se protéger, non non moi je vais prendre la grosse boîte qui sécurise, etc., etc. Du coup on casse le potentiel d'innovation et le potentiel pas de financiarisation, mais d'injection d'économie dans la valeur qui est créée, qui est, qui est reconnue très différemment entre l'Europe et les États-Unis. Donc quand ça sortira, je vous Et, encourage à aller le voir. Après, ils ont des choses qui vont peut-être vous titiller, mais c'était intéressant comme keynote. et Luc Julia parle pas mal de l'AI Act, puisqu'il est interviewé pour parler d'AI. Et il dit bien sûr, il faut qu'on régule, bien sûr, il faut que les IA soient biaisées. Alors ça, c'est super intéressant. Il dit oui, oui, une IA, il faut biaiser les IA. Et ça, c'est Mhm. super intéressant parce que il donne l'exemple de l'Afrique. Il dit bah il n'y a pas d'IA africaine. Donc si on ne biaise pas une IA pour dire toi, tu es une IA spécialisée dans l'Afrique, bah, l'IA, elle est américaine, quoi. Donc, il n'y aura pas, l'Afrique va disparaître des IA. Donc, il donne cet exemple-là. Donc, il dit, Mhm. on régule, oui, bien sûr, mais l'AI Act, on a régulé en amont alors qu'on n'avait déjà rien. Donc, on a coupé, on a sabré tout ce qui est innovation. Ouais. Donc, il n'est pas anti AI Act, il dit qu'il est arrivé trop tôt pour une vieille Europe qui est déjà pas grand-chose. Et il donne Bah, aussi c'était une l'exemple de régulation de risque. C'était une oui, régulation de risque, en fait. Puisque dès que tu atteins des niveaux de capacité, il faut que tu le déclares et t'es limité et machin. Et du coup, ben, j'imagine que
dans les bottes d'un Mistral, c'est compliqué, quoi. Oui. Et il donnait cet exemple aussi de OpenAI qui a sorti un mode agent, là, j'ai pas trop suivi dernièrement, qui est accessible à la planète Terre, sauf en Europe. Parce que, euh, Ouais. parce que ça ne Ouais, alors respecte après, il y pas a l'AI les Act. choix politiques, tu vois, par exemple, nos amis d'Apple qui disent, alors là, sauf en Europe, c'est aussi c'est une réponse du berger à la bergère aussi en termes de limitation et de régulation. Donc c'est toujours subtil de trouver les raisons, ou en tout cas c'est plutôt toujours des opinions les uns versus les autres. Mais il y a du vrai dans ce que tu dis. Il y a du vrai dans ce que tu dis, c'est sûr. C'est pas moi qui le dis, c'est Luc Juliet. Voilà. Allez, en dernier, l'outil de l'épisode. Non, pas l'outil d'épisode. Rubrique débutant. Ils sont où mes débutants? Ils sont où mes Oh là débutants? oui, Rubrique débutant. Paf, je vous envoie ça. Alors, j'ai trouvé un petit article qui, pour les pas si débutants que ça, parce que je mets au défi les gens qui nous écoutent de se rappeler exactement toutes les sémantiques de ça, mais oh on les va weak parler références. Oh punaise, oui. voilà, de références faibles, de weak references, phantom references, strong references. Je crois que c'est les trois qui existent. Ouais. Donc, il y a un petit rappel sur les pièges justement de ces weak references et du finalize qui maintenant, qui peut ne jamais être invoqué. Alors déjà, ça peut ne jamais être invoqué, c'est-à-dire que ça peut être invoqué, mais il se peut que la JVM, on l'éteigne, et du coup qu'elle n'invoque pas tous les finalize des objets. Donc je crois que c'est une méthode dépréciée et il y a une raison pour ça. L'autre chose qui est pénible, c'est que le finalize fait qu'on doit exécuter du code au moment où on veut garbage collecter un code, ce qui peut éventuellement le ressusciter. Et notamment avec les weak références, ça complexifie encore plus les algos de garbage collector. Donc en fait, ils n'aiment pas du tout le finalize. Donc déjà, première info, écrivez pas de finalize, trouvez d'autres méthodes pour nettoyer vos ressources. Il y a des fois le finalize, il peut ne jamais finir parce qu'il est en boucle infinie et du coup là vous pétez pas mal de choses. Donc les weak références, l'idée c'est de dire c'est un objet qui pointe vers un autre objet, mais vers d'autres structures. Mais cet objet-là, si, euh, enfin, il est référencé parce qu'il est peut-être dans une de vos maps, etc. Mais tu as le droit, garbage collector, de l'effacer, même si j'ai cette référence-là. C'est pour ça qu'on appelle ça une référence faible. Alors qu'un objet, normalement, en référence forte, s'il est référencé dans une map, eh ben, il va pas être effacé. Sinon, vous allez littéralement perdre des données. D'accord? Du coup, c'est utile pour dire je vais consommer de la mémoire, mais en fait, si tu peux l'enlever si tu as besoin de la mémoire, donc c'est un usage utile. Par contre, on ne contrôle pas vraiment quelle weak référence doit être enlevée avant telle autre, pas du tout même d'ailleurs, ça dépend du garbage collector, ça dépend, le serial va traiter les weak références, par exemple avant les soft références. Il y a d'autres garbage collectors qui font tout en parallèle, du coup, c'est pas forcément le cas. D'autres qui sont par région, et du coup, les weak références de cette région vont être effacées, mais pas forcément les weak références des autres régions avant d'avoir besoin des données, d'effacer d'autres objets. Donc, il y a une complexité là-dessus. Donc, c'est à ne pas abuser, les weak références ou les soft références ou les fantômes références en l'occurrence. Mais c'est intéressant de se rappeler un petit peu ça. Donc cet article était là pour ça. Voilà. Et puis les conférences, nous avons Aurélie qui continue de nous faire notre travail de récupération de toutes les conférences. Merci Donc vous allez Aurélie. sur developers.event. Ouais, merci à toi. Et du coup, on va pas passer du temps à vous raconter toutes les conférences, mais en tout cas, vous pouvez voir celle dont le CFP est ouvert. Vous pouvez voir par liste. Du coup, donc vous pouvez chercher localement près de chez vous. Regarde, tu vois, il y a des conférences en Afrique, même s'il n'y a pas d'IA. Donc, c'est cool. Voilà. Eh bien, on va vous dire qu'on est en retard. Du coup, on va vous dire merci beaucoup de nous avoir suivis en direct ou pas en direct. Et puis, passez un bon été si on vous revoit pas d'ici septembre. Et puis, amusez-vous bien. Et puis, qu'est-ce qu'on leur avait dit qu'ils devaient faire? Ah oui, faites des introductions audio en rock, en bossa nova, en jazz pour les cascodeurs et on fera des rotations. Ah ouais, ce serait Voilà, cool. allez, la bise à tout le monde. La bise. Tac.
thème musical est le thème numéro 3, gracieusement offert par podcastem.com, podcasthemes.com. Le logo a été dessiné par Nicolas Martignol, alias le Touilleur Express, www.touilleur-express.fr.